Alors, on a 3 questions pour chacun d'entre vous. Je vous propose de commencer déjà par M. Tremblay, toujours pour ces fameuses questions protocolaires, malgré ce setup qui ne l'est pas. Mais au final, cher Laurent, monsieur le conseiller administratif, à la sortie de cette journée, qu'est-ce que ça t'inspire, cette intelligence artificielle ? En tout cas, je ne sais pas si j'ai beaucoup de réponses à toutes les questions que j'avais. Au contraire, j'ai envie de dire que j'ai encore plus de questions qui s'entrechoquent dans ma tête et ça sera nécessaire de poursuivre un petit peu ensemble ou à tête reposée, de se remémorer un petit peu tous ces échanges riches. Et je pense qu'on peut aussi relever la qualité des intervenants, les différents panels. C'était comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, au MEF, stratosphérique. Et personnellement, je me suis un peu éclaté. C'était vraiment bien. On a suivi l'aventure d'un couple, finalement, un couple qui dure. Et vu que je ne suis pas souvent à la maison, je commence à me faire du souci de savoir si ma femme va essayer de me remplacer par un avatar à mon image. En tous les cas, je vais être un peu plus attentif à passer du temps avec elle pour que mon couple dure encore plus longtemps. Et puis on a aussi, je trouve, créé du commun, parce que la communication c'est important, on l'a vu dans tous les dispositifs, j'ai envie de dire, y compris avec son IA personnel ou avec son IA d'entreprise ou avec son IA qu'on cherche par soi-même. Et donc, je retiens que communiquer, c'est créer du commun et que c'est primordial pour en faire un complice plutôt qu'un rival. Parfait, très bien. Écoutez, Madame la conseillère d'État, Madame Lacasse, vous êtes en charge du département des institutions du numérique. Vous nous faites l'honneur d'arriver un certain peu à la fin, donc ce sera difficile pour vous de refléter les échanges. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous positionnez au final par rapport à l'IA, notamment sur le plan éthique, on en a parlé avant, donc sur ce système de valeurs, sur le plan des droits humains, ou encore plus pragmatiquement sur le plan financier et environnemental. D'abord, je tiens à dire qu'effectivement, je suis en charge du département des institutions du numérique, mais qu'évidemment, ces questions traversent l'entier des départements de l'État, du canton. Et donc, je suis qu'une humble représentante de mes collègues qui sont préoccupés, mais sont préoccupés aussi par les questions justement éthiques, responsabilité environnementale aussi, finances, liées à l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors pour moi, j'ai des petites notes parce que quand on va me demander exactement ce qu'on fait, parfois il y a des choses qui ne sont pas dans mon département, donc effectivement, je ne prétends pas pouvoir être fidèle au travail qui est fait dans tous les départements de l'État sans quelques petites notes, et vous me pardonnerez, j'espère, mais sur ces questions effectivement plus éthiques, je crois que le TED Genève essaie de développer effectivement une approche sur plusieurs axes. D'abord de manière transversale dans l'administration, c'est pour ça que nous avons une délégation numérique. C'est pas dans les mains d'un seul département, c'est donc un département qui est préside, mais en fait on travaille vraiment de manière transversale sur cette question. Évidemment que dans l'action publique, ces questions s'adressent à différents étages. Il y a la question de ce qu'on fait avec le citoyen, puisque nous sommes finalement, c'est notre sens d'action, c'est de faire des prestations à la population, d'organiser la société, de s'assurer que les différents acteurs trouvent leur place, que les différentes politiques publiques peuvent se faire. Donc il y a l'interaction de l'État avec le citoyen, la citoyenne, et puis évidemment il y a aussi comme on travaille à l'interne avec. Et là, c'est aussi d'autres enjeux qui s'articulent. Alors, c'est un vaste champ. Il y a les questions d'éthique de la réponse. On l'a vu, c'est aussi quelque chose qui est très créatif. Parfois, j'ai vu là, c'est marqué lit amant ou invente. Donc évidemment que lorsque nous sommes une administration publique, on ne peut pas se permettre d'inventer une réponse. Donc là aussi, ça questionne quel est notre devoir d'exhaustivité dans l'interaction avec les citoyens.
dans l'information qui est donnée. Et puis, il y a toutes ces questions aussi de protection des données des citoyens, d'intégrité numérique, de capacité à ne pas offrir les outils ou à protéger finalement le citoyen dans toutes ses interactions avec l'État sur des utilisations de données qui ne seraient pas librement consenties. Et puis évidemment, c'est aussi une formidable opportunité en termes d'efficience, en termes de capacité à, paradoxalement, et je viens de rappeler, rendre l'administration plus humaine. Parce qu'il y a, au-delà de l'aspect conversationnel ou de simulation finalement d'un humain, c'est quand même avant tout une formidable puissance de calcul. Et cette formidable puissance de calcul peut nous permettre aussi d'être moins bureaucratiques et de pouvoir mieux adresser nos réponses aux citoyens parce qu'elles nous permettent de nous adapter. Grâce à la puissance de calcul, on peut personnaliser en fait la réponse. Et ça, c'est je dirais, un peu le paradoxe et qui nous intéresse beaucoup, c'est d'essayer d'être moins froid, moins distant, parce que la puissance de calcul nous permet de gagner du temps et donc de consacrer du temps à du qualitatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez présent dans les réflexions de l'État, de dire, mais c'est aussi l'opportunité de pouvoir être plus qualitatif, de pouvoir être plus chaud dans nos réponses, et donc on ne veut pas du tout tourner le dos à ça. Mais il y a les risques et les enjeux, et évidemment les enjeux environnementaux et financiers, ils s'inscrivent en plein au niveau de l'énergie que ça demande, et puis financier, ils s'inscrivent en plein aussi dans un contexte international qui est de plus en plus incertain et dont on sait que finalement il y a aussi des enjeux économiques sur la question de l'accès à différentes parties de l'État, à différentes parties du monde, à la donnée et à l'intelligence artificielle, au processeur en fait aussi. Donc voilà, on essaie de naviguer avec tout ça et ça se décline en plusieurs actions, ça se décline aussi à une formation, une réflexion continue pour que les collaborateurs de l'État soient finalement aguerris et puissent à la fois utiliser les bénéfices que l'IA peut amener sans tomber dans les pièges qu'elle comporte, évidemment. D'accord, mais alors donc vous m'obligez à aller à la question suivante, qui est concrètement, comment est-ce que vous avez parlé de la formation, évidemment, mais est-ce que vous avez d'autres exemples concrets de déploiement de l'IA dans l'administration, évidemment? Est-ce que vous avez une approche aussi opportunistique par rapport à ce déploiement-là? Alors, il y a différents aspects. D'abord, on a lancé, il y a différents aspects, je ne veux pas dire d'abord parce que chronologiquement c'est faux. On a évidemment sensibilisé nos collaborateurs aux risques et aux limites légales. Et ça s'est concrétisé par un guide d'utilisation de l'IA en fait, qui est tout à fait public, qu'on a proposé d'ailleurs aux partenaires du Grand État et aux communes. Je crois qu'il y a même eu des échanges pour les administrations communales là-dessus. Et effectivement, c'est pas une directive, c'est plutôt un guide qui permet de comprendre les enjeux. Et puis après, c'est le collaborateur public qui connaît les règles de son action et qui, avec ce guide, peut savoir si finalement c'est OK ou pas OK d'utiliser ChatGPT ou une autre IA générative, dans quelle situation c'est possible de le faire, dans quelle situation c'est possible mais c'est dangereux de le faire, et dans quelle situation c'est interdit de le faire en fait. Et ça, c'est ses propres règles, il doit les connaître, et simplement ça l'éclaire sur comment fonctionne l'IA et les risques, et les limites et les opportunités qu'elle comporte. Ça, c'est un premier aspect, c'est plutôt pour l'aspect formation interne. Puis après, on a aussi lancé finalement un programme qui s'appelle le Challenge Innovation IA, qui a été de permettre à des équipes de toute l'administration de se constituer, donc leur permettre, c'est-à-dire donner du temps pour, de constituer des projets, alors ils ne sont pas réalisés jusqu'au bout, mais conceptualiser des projets avec l'utilisation de l'IA pour améliorer leur travail. Donc ça peut être le rendre plus aisé, ça peut être le rendre plus efficient, ça peut être faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, mais qu'avec l'IA on aurait le temps de faire et on pense que c'est une plus-value pour la prestation.
C'est des choses qui vont d'avoir un agent conversationnel sur le site internet de l'État qui regorge d'informations mais qui n'est pas très friendly à l'accès, donc pour le rendre plus horaire, en passant par des choses qui relèvent simplement de la puissance de calcul que représente l'IA et qui vont se déployer, qui vont rendre des effets sur l'efficacité du travail et qui, c'est pas pour le terme, si vous voulez, ça ne va pas changer l'interaction avec le citoyen, enfin si ça va la changer parce que ça va être meilleur, mais ça ne va pas la changer dans le sens où ils ne vont pas voir la différence, ils vont simplement voir que du coup, au lieu d'avoir une réponse standardisée, il y aura peut-être des réponses plus personnalisées. Et puis, il y a des projets qui sont très innovants et qu'on ne pourra peut-être pas mettre en œuvre immédiatement parce qu'ils posent des questions. On devrait avoir cette IA en interne sur le serveur. On a acheté quelques cartes, mais on n'est pas capable forcément pour tous les projets d'avoir la puissance de calcul nécessaire à l'interne des serveurs de l'État et c'est des données qui doivent rester sécurisées, donc on ne pourra pas forcément déployer tous ces projets. Mais il y en a quelques-uns qui sont très intéressants dans ce challenge, qui ont été proposés par les collaborateurs. Puis par ailleurs, il y a un ou deux projets qui sont déjà en cours. Par exemple, un domaine qui relève de mon département, donc je peux vous donner cet exemple, et qui est tout à fait validé, la question des tests à condition. Donc en fait, quand vous avez des enquêtes pénales, vous devez stocker des pièces à conviction, ça va d'un téléphone portable, une arme, ou ça peut être des éléments de preuve simplement, donc des habits qui ont été retrouvés, des choses comme ça. Et puis vous devez stocker tout ça, et puis je crois que je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je suis même plus sûr, mais il y a des milliers de pièces à conviction qui doivent être conservées pendant des durées d'enquête qui peuvent être pas très longues, et qui doivent être mis pour pouvoir être mis à disposition de la justice. Et c'est une gageure de gérer ces pièces à conviction. Et de pouvoir les mettre à disposition, de les conserver en bon état, parce qu'il faut connaître la qualité des choses. Et en fait, on a un projet avec une IA purement interne, parce que c'est pas trop complexe, donc on a la capacité de le faire en interne, de gérer toutes ces pièces à conviction avec l'aide d'une IA. Et ça, c'est vraiment le côté puissance de calcul. On n'est pas du tout dans l'agent conversationnel, hein. C'est vraiment la pure puissance de calcul qui nous permet du coup de pouvoir répondre en claquant des doigts. C'est une base de données, elle est bien constituée, elle est mise à jour en continu grâce à l'intelligence artificielle, et du coup on peut retrouver n'importe quelle pièce à conviction, connaître les durées de conservation liées à la procédure, aux archives, des choses comme ça, en 2 clics. Alors qu'avant c'était des heures de travail. Et tout ça développé à l'interne. Et tout ça développé tout à l'interne, parce qu'on est dans un domaine police-justice, donc là c'est hyper sécurisé et c'est complètement développé à l'interne. Voilà, par exemple, donc c'est pas quelque chose qui va changer pour le citoyen, vous ne le voyez pas, mais pour l'efficience interne de l'administration, voilà, c'est effectivement ce qu'elles ont la nuit sur un projet comme ça. Voilà. Alors parfait, je vais poser la même question à M. Trombier. Est-ce que vous avez mis en place un Challenge Innovation AI à la ville de Melun et comment est-ce que vous traitez les pièces à conviction? Donc le domaine est passé, on n'en a pas. Mais plus sérieusement, comment au niveau de l'administration mérénoise est-ce que vous abordez la question de l'IA? On n'a pas encore mis en place un tel challenge, mais ça peut être une bonne idée. Je pense qu'avant de le mettre en place, on doit un peu cadrer. On a vu, ça peut générer en tout cas beaucoup de peur. Il y a pas mal de questions ouvertes. On disait, Madame la conseillère d'État le disait, la conservation des données, les sources, la vérité, ou je dis la vérité, c'est vrai qu'on a vu que c'était compliqué. Donc on a, je pense, dans le cadre de l'administration mérinoise, on a encore une belle marge de manœuvre. Et on va poursuivre, parce que c'est vrai que si on peut développer des prestations ou faciliter l'accès à des prestations publiques à l'ensemble de la population en facilitant le travail de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, ça vaut la peine en tout cas d'explorer ces possibilités. Moi, je m'y suis tenté, je ne sais plus qui disait avant, je suis sûr que tout le monde essaye d'utiliser une fois ChatGPT. J'ai voulu faire un discours une fois qui ne m'inspirait pas trop. Je me suis dit que je devais demander à ChatGPT
de me donner 2 ou 3 trucs. Ouais, je pense qu'on va trouver ça. Mais je n'ai pas dû être très bon pour lui faire mes demandes, ou alors il n'a pas compris mes idées politiques, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'était tellement minable que je l'ai très vite abandonné. Et du coup, c'est moi qui l'ai écrit, c'est ça? Probablement. Tu as probablement été mon gépetto de secours. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on sensibilise aussi les collaborateurs et les collaboratrices beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, on est à peu près au balbutiement, j'ai envie de dire. Probablement tout le monde l'utilise dans tous les services, mais n'est-ce pas? Toi aussi? Je ne sais pas, il y a le responsable du système d'information qui est au deuxième rang. Je ne pas aborder le sujet. Voilà, donc je pense qu'on en est vraiment au balbutiement de ça. On l'a vu, hein, je crois que c'est David qui disait auparavant, et tout d'un coup il lâche la date, c'était en 2023. Donc auparavant, en 2023, c'était juste avant-hier. Donc on voit que ça évolue très vite et on a encore une belle marge de manœuvre au sein de l'administration. J'ai encore une question pour chacun d'entre vous. Je vais élargir un petit peu le sujet. Aujourd'hui, on est là aussi dans une rencontre des milieux économiques et je vais commencer par vous, Monsieur Tremblay, comme ça vous laisserez le mot de la fin. Ah, mais quels sont les grands défis économiques aujourd'hui? Les grands défis économiques. D'abord, j'ai envie de dire que Mera était précurseur en la matière, puisque c'était bien que les communes n'ont pas de prérogative en affaires économiques. Très vite, on a créé un poste de délégué ou de chargé aux affaires économiques. On est à la 13e édition, ça fait voir, de ce Mera Economic Forum, qui année après année arrive à faire se rencontrer le tissu économique mérinois, parce que c'était l'objectif de base, c'était de vous faire toutes et tous sortir de votre quotidien et venir échanger autour d'un thème pour ce Mera Economic Forum. Donc je pense qu'on a ici aujourd'hui vécu une nouvelle et magnifique édition et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier toutes les personnes qui depuis maintenant toutes ces années ont œuvré de près comme de loin à l'élaboration de ces Mera Economic Forum. On a pour ça un service aux affaires économiques que tu connais assez bien puisque c'est toi qui le dirige, avec 3 personnes aujourd'hui. Alors j'ai aussi compris qu'on n'aura pas besoin de te donner de poste supplémentaire puisqu'avec l'IA, tes collaborateurs et collaboratrices vont pouvoir décupler leur quotidien. Voilà. J'ai noté ça pour le projet de budget 2026 en tous les cas. Du coup, c'est fini, bonne soirée. Non, après, plus sérieusement, Mera, elle est une commune, la seule commune sur cette planète qui peut se targuer de cette chose, c'est d'être le berceau du web. Et quand on fait ça, on parle intelligence artificielle, je pense que ça serait cool de rêver que Mera devienne une espèce de plaque tournante de toutes ces mers. Et peut-être que parmi les nombreux défis qu'on a probablement à relever, celui-ci pourrait être très intéressant, surtout au sorti d'une journée comme celle-ci. Très bien, donc un défi qui mérite à mon avis 5 postes supplémentaires, mais qui sera relevé avec grand plaisir. Bon, plus sérieusement, revenons à vous, Madame la Conseillère d'État. Au niveau du canton, que fait l'État pour les entreprises, aussi pour les écoles, alors aussi évidemment dans le domaine du numérique, puisque c'est votre sujet? Oui, alors là je prends mes petites notes parce que c'est vraiment effectivement plutôt porté par mes collègues. Mais effectivement, c'est pour être précise dans mes réponses. D'abord, la question de la transition numérique et son lien avec l'économie est un élément qui est thématisé dans le programme de législature. Donc oui, c'est une problématique. On est parfaitement conscient que la question des entreprises et de leur capacité à appréhender les nouveaux outils numériques, que ce soit l'IA, que ce soit les blockchains ou d'autres outils encore que je ne maîtrise pas forcément très bien, est un enjeu de promotion économique, est un enjeu de capacité à s'adapter et aussi un enjeu d'innovation.
Alors, ce constat étant posé, évidemment, on essaie de développer des prestations pour les entreprises afin qu'elles puissent appréhender ces enjeux de transition numérique et rester compétitives dans ce cadre-là et avoir la capacité d'innover et donc d'être en bonne santé, en fait. Donc, la première chose, ça a été un travail qui a été mené par le département de l'économie et de l'emploi, ça a été de véritablement essayer de cartographier quel était le niveau de maturité, en gros, des entreprises genevoises par rapport à ces questions de transition numérique. Et donc, le canton a financé cette étude et a permis d'identifier quand même que sur les grandes entreprises, globalement, on avait les outils, on avait la capacité d'appréhender ces changements, de les questionner, de se positionner dessus. Mais c'est vrai que sur les PME, l'enjeu était bien plus différent. Et en fait, cette enquête a permis de questionner, il y a 200 PME genevoises qui ont répondu à cette enquête, et 54%, donc à peu près la moitié d'entre elles, ont déjà adopté, sous une forme ou sous une autre, des outils d'intelligence artificielle générative dans leur modèle d'affaires. Mais, parmi cette moitié d'entreprises, donc cette centaine d'entreprises qui ont répondu, des PME, donc on n'est pas dans les très grandes, les 3/4 d'entre elles ont dit qu'elles avaient pu voir une augmentation de leur productivité grâce à ces outils d'intelligence générative, ou pour la moitié d'entre elles, une amélioration de la qualité des prestations fournies. Donc une meilleure compétitivité aussi sur la qualité. Mais, par ailleurs, 60% d'entre elles, donc presque les 2/3, ont dit oui, on a besoin d'être accompagné dans ce domaine-là. On n'a pas la capacité d'appréhender aussi bien qu'on aimerait ces changements parce qu'on n'a pas la taille critique pour, en gros, avoir des spécialistes qui nous font la veille et qui nous permettent d'être toujours bien positionnés là-dessus. Et donc, fort de ces résultats-là, eh bien, l'Office autonome d'économie et d'innovation, le CEI, a commencé à réfléchir à un programme de formation, d'information, plutôt destiné aux PME, pour les aider justement à appréhender ces enjeux numériques, ces innovations, et les accompagner là-dedans. Donc il y a des guides entreprises numériques qui ont été édités, qui peuvent parler de différents aspects. Il y a aussi la question des cyberrisques qui préoccupe beaucoup les entreprises autour de questions numériques. Il y a aussi la responsabilité numérique des entreprises, la question de la donnée, de la protection des données, l'utilisation légale des données, le consentement, ces questions-là. Et puis, la protection de la donnée légalement récoltée contre des attaques ou bien des utilisations malveillantes. Et dans ce cadre, on a fait ces guides qui ont eu un bon succès, en tout cas qui sont bien demandés, etc. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait aller un peu plus loin et on développe même aussi des MOOC. J'adore le concept. Donc c'est des formations online assez courtes qui permettent de bien rentrer dans le sujet, puis après de se documenter ou d'approfondir plus loin. Et celle sur l'intelligence artificielle a déjà été consultée plus de 2500 fois. Ce qui pour nous, c'est vraiment un joli succès, d'autant plus qu'elle n'est pas très très ancienne. Et il y a des sessions qui ont aussi été organisées avec la Haute École de Gestion en partenariat, en présentiel, et puis il y a la possibilité de la visionner après sur le net. Et puis, comme c'est un bon succès, on va continuer sur la responsabilité numérique des entreprises, sur la blockchain, sur ces aspects-là. Il y a un cours qui est proposé en présentiel autour de cyberrisques. Justement, là, pour nous, c'est véritablement un enjeu. On a bien identifié que si nos entreprises étaient à même de assez bien rebondir sur les modifications ou sur les innovations numériques, elles n'avaient pas forcément tous conscience des risques qu'elles pouvaient prendre dans ce domaine-là. Et du fait que aussi, toute l'évolution est exponentielle, y compris les personnes malveillantes. Il faut juste s'en mettre attention. L'outil est d'une telle puissance qu'il peut être utilisé, ça a été dit à la fin de la table ronde précédente, à bonne ou à mauvaise escient.
Et il y a aussi des personnes qui utilisent la mondialisation. Et là aussi, c'est aussi protéger le tissu économique genevois, de nous permettre d'être pas en gros pillés par des personnes qui l'utilisent à mondialisation. Donc, on travaille avec les entreprises pour les accompagner dans ce domaine-là, avec aussi un modèle de charte autour de l'IA qui est directement inspiré du guide dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a fait à l'attention des collaborateurs, parce que là aussi, on voit que les entreprises n'ont pas forcément les moyens de former aussi leurs collaborateurs sur les risques éthiques, notamment de l'IA. Et voilà, on essaie de développer justement des prestations d'accompagnement là autour pour donner les moyens aux entreprises d'être informées et correctement formées face à ces enjeux. Et puis dans le domaine de l'enseignement, c'est aussi une question, mon autre collègue, ça c'est vraiment effectivement un enjeu, je dirais, depuis finalement assez jeune, puisqu'il y a la recherche, l'innovation qui peut être faite dans le domaine académique. Et on voit que ça traverse tout ce domaine de l'éducation. Donc ça va de la sensibilisation des enseignants face à leurs élèves et l'utilisation d'outils par les élèves, sur la question de la qualité de l'information, parce que c'est lié aussi comment on distingue le vrai du faux quand il est aussi fait, tellement bien fait qu'on peut, et crédible aussi même, hein. Les utopies ou les hallucinations créées par l'IA, si on les appelle des hallucinations, c'est qu'elles sont crédibles, parce que finalement, sinon, elles ne seraient pas créées par l'IA, puisque l'IA essaye de trouver la réponse la plus probable, donc elle est probable, donc elle est crédible. Et voilà, donc ça c'est une grosse problématique dans le fait d'enseigner à des jeunes, et on a parlé aussi des personnes qui pouvaient être influencées de manière beaucoup plus forte par une interaction avec l'IA. On sait que le moment de la jeunesse est un moment où peut-être on n'a pas toutes les clés de critique, de distance vis-à-vis de ces outils-là, et que c'est effectivement pour nous une mission des enseignants d'être capable d'appréhender ce phénomène et de le thématiser dans le cadre de la formation. Puis après, il y a les aspects plus académiques et d'innovation. On pourrait parler du pôle d'intelligence artificielle pour la santé qui est développé au campus Biotech. Dans le domaine de la santé, je vous ai dit avant, l'IA est une extraordinaire force de puissance de calcul. Et on voit que dans la santé, pour analyser les données, des évolutions de médicaments, des réactions à des traitements, ça a permis de révolutionner certains traitements en permettant de mieux cibler les traitements qui étaient destinés à des personnes malades, grâce à cette capacité d'IA de calculer, d'analyser de multiples données et donc de pouvoir cibler finalement soit les dosages, soit les types de traitements qui vont à la personne face à une maladie qui peut se développer chez des personnes différentes. Et là aussi, il y a une extraordinaire créativité et une phase d'innovation qui se met en place dans des domaines en plus très durs. Moi, j'ai assisté à l'IA, comment elle pouvait améliorer les traitements contre le cancer, contre un des cancers les plus durs à soigner, donc les plus mortels. Aujourd'hui, ça a fait doubler les taux de rémission. Doubler les taux de rémission. On est passé de 20 à 25% de taux de rémission à 50 à 60%. Et donc, pour un cancer qui est très dur à soigner. Donc, vous imaginez bien ce que ça peut représenter en termes d'évolution pour les patients. Le fait de pouvoir connaître le traitement, de pouvoir prédire avec une meilleure certitude le traitement, le choix de traitement ciblé en fonction des caractéristiques des gens. Et ça, c'est que la puissance de calcul de l'IA qui peut permettre d'arriver à ces finesses de réponse médicale. Il y a évidemment tout ce qui est la neuroengineering, que ce soit face à des accidents, des séquelles d'accidents ou des choses comme ça, mais que ce soit aussi pour monitorer des réponses médicales. Et puis, le campus Biotech favorisera aussi ce qu'est les synergies entre les experts en technologie émergente, donc dans le domaine du numérique, et ceux dont ont besoin, justement les chercheurs, les patients, les médecins, pour que cette interaction se passe mieux. Et là, évidemment, c'est à la fois aussi un enjeu économique, hein, parce que, évidemment, derrière, il y a aussi des entreprises. Et je crois qu'on est dans quelque chose
très innovant avec vraiment des résultats qui peuvent être complètement spectaculaires. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'IA positive. C'est vraiment... oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a d'intéressant, puis j'ai peut-être envie de conclure par là, parce que ça touche le public, le privé, tout le monde, la même chose. On l'a vu, l'IA, ça reste un outil, puis on peut nous en faire, en gros, elle peut être malveillante ou bienveillante selon l'objectif qu'on lui donne. Et en fait, aujourd'hui, on a une société qui a aussi toujours plus de peine, et ça c'est peut-être lié à d'autres aspects numériques, mais peut-être pas liés, à accepter la frustration ou l'autorité, parce que ça va ensemble. Enfin, en gros, si l'autorité ne répond pas dans le sens qu'on veut, il y a une frustration. Et je pense qu'on pourrait aussi imaginer que l'IA est capable de dire quel est l'intérêt public. Et donc de dire finalement, face à un questionnement, quel est l'intérêt de la population, quelle est la réponse qui serait le plus dans l'intérêt de la population face à une question donnée. Alors, sans la faire voter à la place des citoyens, ce n'est pas mon propos, mais ça pourrait permettre parfois de mieux expliquer ou de éclairer ou de valider une réponse donnée par une autorité, et ce n'est pas forcément l'autorité politique, ça peut être l'autorité judiciaire aussi, en permettant d'objectiver quel est l'intérêt public. Parce que dans le débat qu'on peut avoir avec les citoyens, mais évidemment, l'intérêt public, généralement, on a tendance à croire que l'intérêt public, c'est notre intérêt propre. Et c'est pas toujours le cas. En fait, à vrai dire, c'est même... c'est le cas pour la majorité de la population, c'est l'intérêt public, mais il y a des fois des grosses minorités où ce n'est pas le cas. Et parfois, ça permettrait, je pense, en questionnant l'IA, en disant, voilà, la population est constituée de tant de personnes, de tant de profils, de tant d'enjeux, quelle est la réponse qui est la plus favorable au maximum de monde. Et ça permettrait peut-être d'apaiser certains débats politiques en objectivant un peu des réponses qui peuvent être données. Et dans ce domaine-là, je pense qu'on peut aussi travailler l'IA comme étant un garant d'intérêt collectif. Et il me semble que là, il y a des enjeux aussi en termes d'apaisement, en termes de résolution des conflits, en termes de gestion des choix, qui pourraient être parfaitement bénéfiques à la société dans son ensemble. Je pense que c'est parfait, vous avez trouvé le thème du prochain maître. L'IA peut-elle dire quel est l'intérêt public? Je sens que ça va être un sujet passionnant. En tout cas, un grand merci, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller administratif, pour avoir partagé vos idées maintenant dans cette conclusion. Nous arrivons enfin à la fin. Enfin oui, oui, les gens attendent l'apéro. Je t'avais dit, Laurent, ils sont là. Je t'avais demandé de faire court. Donc voilà. Plus sérieusement, on a énormément de chance de travailler à Mérin. Je dis ça parce qu'il y a aussi la responsable des RH qui est à côté du responsable du DSI. Voilà. Je crois que Denis, qui nous entend tout au fond, a encore un slide à vous présenter avant que nous puissions passer à l'apéro. Denis, est-ce le cas? Denis est là. Alors voilà, Denis, l'intelligence authentique qui arrive sur la scène. Rejoins-nous. S'il te plaît. Merci beaucoup. Juste pour vous remercier infiniment pour cet échange. Et puis pour vous dire que voilà, on a parlé de couple. IA, je t'aime, moi non plus. Aujourd'hui, j'aimerais parler de couple, mais est-ce que je t'aime ou moi non plus? Je vais revenir en arrière, comme ça j'éviterai d'appuyer une fois de trop sur la zapette. Voilà. Chaque année, on fait cette fameuse enquête de retour d'expérience parce que c'est extrêmement important pour nous de savoir comment vous avez vécu cette journée avec nous, de manière à ce qu'on puisse tenir compte de vos retours, de vos envies, de vos souhaits, afin d'en faire un succès et de faire en sorte que vous reveniez pas seulement boire l'apéro, mais assister à l'ensemble de nos ateliers et de nos tables rondes de chacun de nos maîtres. Donc, d'ici demain, vous allez recevoir un questionnaire. Je vous demande de bien vouloir le remplir. Nous ferons aussi en sorte que vous receviez l'ensemble des contenus, des présentations des ateliers, pour que vous puissiez
les regarder. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes parmi vous qui n'ont pas pu prendre aux ateliers vu les contraintes qu'on avait en termes de salle. On vous enverra cette information de manière à ce que vous ayez aussi cette matière à votre disposition. Je vous remercie infiniment. J'aimerais en profiter pour remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et puis un merci spécial à Stéphanie qui est là pour la première fois au MEF et qui nous concocte toutes les décorations florales et qui a fait de cette scène un espace particulièrement agréable. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne rentrée chez vous. Et un grand merci à nos intervenants. Eh bien, je vous propose maintenant de nous retrouver dans les foyers pour l'apéro et à très vite.